pour la médecine du travail côté CEA Grenoble. Allez, merci Arthur. Ouais, je ne vais pas trop traîner parce que j'ai beaucoup de choses à faire pratiquer aux gens qui sont là. Vous êtes nombreux, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Je vais faire un partage d'écran tout de suite. Alors, je préfère prévenir, à partir du moment où je partage mon écran, je n'ai plus d'accès à la ligne de chat. Donc, vous pouvez noter vos questions dans la ligne de chat, mais par contre, je ne pourrai pas les voir au fur et à mesure. Je pourrai les voir qu'à la fin. Donc notez-les malgré tout. Et on gardera tout le temps qui convient à la fin pour échanger. Donc, je passe en mode maintenant plein écran là sur ma présentation. Et puis, ouais, je me présente, mais très rapidement, histoire qu'on ne passe pas trois plombes là-dessus. Je m'appelle Sébastien Dupont. Je suis ancien militaire de l'armée de l'air où j'étais responsable des techniques de préparation mentale des forces armées. Gestion du stress, prévention des états de fatigue. Et effectivement, c'est pas la première fois que j'interviens pour le CEA. Je crois que l'année dernière, j'avais parlé déjà du stress, effectivement. Et puis, on peut parler un petit peu du facteur humain et notamment de la mémoire. C'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà ce qui m'amène face à vous aujourd'hui. Alors, prenez un stylo et une feuille pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que vous allez avoir quelques petits ateliers au fur et à mesure du déroulé. On va rapidement définir ce que c'est que la mémoire, ensemble des systèmes biologiques et psychologiques qui permettent le codage, le stockage et la récupération des informations. On va voir un petit peu les différents modules. Je voudrais juste déjà préciser quelque chose, c'est que quand on parle de mémoire et d'oubli, l'oubli, c'est un défaut de processus de récupération des informations. Les informations sont toujours stockées quelque part, elles sont encodées d'une certaine manière, mais sauf qu'on ne sait plus comment faire pour aller les chercher. On va traiter un petit peu ça, parce que je vais vous donner peut-être quelques moyens, mais en 1 heure, c'est assez court, vous vous doutez bien. On va voir que la mémoire, il y a un fonctionnement à court terme et il y a un fonctionnement à long terme. On va en parler rapidement. Les différents types de mémoire, on parle de 5 types de mémoire. La mémoire perceptive. La mémoire perceptive, c'est celle qui est liée à nos sens. Par exemple, vous avez déjà entendu parler de la mémoire visuelle, je suppose. Il n'y a pas plus de mémoire visuelle que de mémoire auditive. Il y a de la mémoire perceptive, c'est celle en fait qu'on capte par nos sens à un instant T. En neurosciences, on considère qu'on est capable de capter par nos sens 11 à 13, écoutez bien, 11 à 13 millions d'informations par seconde. C'est-à-dire que dans notre champ visuel, dans notre champ auditif, dans notre champ sensoriel qu'on appelle le kinesthésique, le toucher, etc., eh ben, on prend conscience des couleurs qu'il y a autour de nous, des formes qu'il y a autour de nous, etc., 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 etc. Mais sauf que on est capable de restituer au verbal que 30 à 40 de ces 13 millions d'informations. 30 à 40 informations par seconde qui rentreraient donc dans notre champ de conscience. Écoutez, là, je viens de claquer des doigts. Au moment où j'ai claqué des doigts, est-ce que vous aviez conscience de vos vêtements sur vos épaules? Là, maintenant que je viens de vous en parler, oui. Au moment où j'ai claqué des doigts, vous n'en aviez pas conscience. C'est ça la mémoire perceptive. C'est l'ensemble des informations qui rentrent par nos 5 sens à un instant T. Et nous, on va s'en faire un tri, une espèce de sélection d'à peu près 30 à 40 informations par seconde qui rentreraient dans notre champ de conscience. On parle aussi de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la mémoire tampon qu'on utilise par exemple rapidement pour noter un numéro de téléphone. Et puis 5 secondes plus tard, une fois qu'on a noté le numéro de téléphone, eh ben, on oublie. Ce qu'on vient de noter, hein, c'est-à-dire qu'une heure plus tard, eh ben, on n'est plus capable de se rappeler du numéro de téléphone, sauf si on a encodé le numéro de téléphone, c'est-à-dire si on lui a raconté une histoire à ce numéro de téléphone, où on a trouvé un système qu'on va appeler moyen mémotechnique, on va raconter une histoire autour de ce numéro de téléphone, ce qui va nous permettre de consolider l'information. Et puis on va voir qu'il y a 3 grands types finalement de mémoire à long terme. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des histoires. Par exemple, tout le monde sait à peu près où est-ce qu'on était au moment de France 98. Tout le monde sait à peu près où est-ce qu'on était au moment du 11 septembre 2001. La mémoire sémantique, c'est la mémoire liée au sens de l'information. On va en parler aussi. Et la mémoire procédurale, c'est la mémoire du savoir-faire. Je vais vous en parler aussi, bien sûr. On voit que ces différents types de mémoire, elles sont logées dans plusieurs zones du cerveau. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de gens qui ont une bonne ou une mauvaise mémoire. Il y a juste, en fait, certaines zones du cerveau qu'on va utiliser de manière plus ou moins préférentielle. Le cerveau étant un muscle, et ben ça se développe. Et donc, il y a possibilité de muscler
entre guillemets, parce qu'on parle aussi de circuits neuronaux, pas seulement de muscles, hein, mais il y a possibilité de muscler certains types de mémoire qui nous feraient un petit peu défaut en trouvant simplement les bons moyens pour ça. Alors, on parle de mémoire perceptive, on va essayer de donner un petit peu plus de détails à tout ça. La mémoire perceptive, c'est quoi? C'est le stockage des informations codées par les sens en plus ou moins 1 seconde, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'amorçage perceptif et inconscient, 11 à 13 millions d'informations par seconde, vous imaginez, c'est juste extraordinairement énorme. Et évidemment, nous, on va faire un filtre par rapport à ça, un tri. C'est pour ça que cette mémoire est éphémère, sauf si on recode verbalement. Autrement dit, quand j'ai claqué des doigts tout à l'heure, tiens, peut-être que vous en rappeliez pas, mais vous étiez en train de respirer. Mais sauf que votre cerveau n'était pas en train de prendre en compte la respiration dans un champ conscient. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait du recodage verbal. S'il y a du recodage verbal, je suis en train de respirer. Ça me permet de mettre du conscient sur le phénomène perceptif. Par exemple, là, en face de vous, vous avez probablement des choses dont vous pouvez prendre conscience dans votre champ visuel, au-delà de l'écran que vous êtes en train de regarder, un téléphone portable posé sur le côté, la souris de votre ordinateur. Et si en fait vous ne portez pas votre conscient dessus, cette information fait partie de votre champ perceptif, mais simplement sera traitée de manière complètement inconsciente. On parle donc de code sensoriel, de mémoire verbale, de mémoire imagée, et tout ça, ça passe dans un espèce de tri de filtres sélectifs de façon simplement à ce qu'on puisse prendre conscience de ça dans le visuel, dans l'auditif, dans ce qu'on appelle kinesthésique, les températures, le poids, les sensations tactiles, l'équilibre. Et puis, on a aussi l'olfactif et le gustatif. Par exemple, prenez conscience de l'odeur qui circule autour de vous en ce moment et peut-être même l'odeur de frais, l'air frais qui circule à la base de votre nez. Voilà, ça, c'est une prise de conscience, par exemple. On parle aussi de mémoire de travail, ou dit aussi de mémoire à court terme. C'est juste la mémoire qui stocke les connaissances sur la situation en cours. On parle aussi de mémoire tampon. Cette mémoire, elle est très limitée en durée, c'est quelques secondes, limitée en taille, plus ou moins 7 informations, on va dire entre 5 et 10 informations 5 à 10 informations. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que quand on fait une présentation, il faut essayer d'épurer au maximum la présentation de façon à ce que le champ perceptif ne soit porté que vers l'essentiel, parce que s'il y a une multitude d'informations dans la présentation, des couleurs, des mouvements dans la présentation, etc., du coup, le cerveau aura un petit peu plus de mal à faire le tri. C'est donc une mémoire dite tampon. C'est celle, par exemple, que vous allez utiliser quand vous voulez noter une plaque d'immatriculation, quand, par exemple, vous êtes témoin d'un accident. Évidemment, vous notez rapidement parce que vous savez que si vous ne trouvez pas moyen de consolider cette mémoire visuelle de la plaque d'immatriculation, elle va disparaître de votre mémoire en quelques secondes. Cette mémoire-là, elle est fragile et sensible aux interruptions. Si, par exemple, on vous demande de mémoriser une suite de chiffres, je ne sais pas, par exemple, 971, 4112, 4213. Et si en fait on vous perturbe à ce moment-là en vous parlant, en fait ça va perturber votre fil de mémorisation. Donc c'est assez fragile comme système de mémoire. Et on voit que c'est un travail qui est complémentaire de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme. Enfin, il y a un travail complémentaire. Pourquoi? Parce que quand on reçoit une nouvelle information, les informations qui étaient déjà stockées à la base sont comparées et triées. Voilà, donc il y a un rappel d'éléments. Depuis que je vous parle, vous ne l'avez peut-être pas capté, mais en fait, vous avez vu 2 images. Il y a 2 images qui sont passées très rapidement depuis que je vous parle. Essayez de les retrouver, ces 2 images. Il y a 2 images qui sont passées très, très vite. C'est pour vous montrer, en fait, la puissance de la mémoire sensorielle visuelle, dans tous les cas, puisque là, on parle de visuel, parce que c'est des images qui sont passées à l'écran. Il y en a quelques-uns parmi vous qui l'ont capté. Ce sont les images D et 4. Je vais vous les remontrer, regardez. Hop, il y en a eu une ici, juste à le moment du passage de la première diapo. Il y en a eu une autre, attention, ça va aller très vite. Il y en a une autre ici. C'est la D et la 4. Et effectivement, ça fait partie de la mémoire visuelle. Donc, ces informations sont rentrées dans votre champ perspectif. Certains en ont pris conscience, d'autres n'en ont pas pris conscience. Ceux qui en ont pris conscience, ce sont ceux qui ont verbalisé dans leur tête « Tiens, il y a une image qui vient de passer à l'écran ».
Et peut-être qu'effectivement, vous avez donc pu retenir les images, et donc c'était la D et la 4. Alors, on parle un petit peu de mémoire sémantique aussi. C'est quoi la mémoire sémantique? Et puis, je vais vous proposer un petit jeu, vous allez comprendre. La mémoire sémantique, c'est relatif au sens de l'information. C'est-à-dire que dans notre représentation, si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'une table, eh ben, vous avez une ou plusieurs images qui apparaissent. Ça veut dire que vous avez donné du sens au mot table. Et la mémoire sémantique, c'est donc le sens qu'on donne aux mots qu'on entend ou à l'information qu'on entend. Et en fait, c'est très intéressant de le savoir parce que c'est notre mémoire la plus solide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux donner du sens à ce qu'on apprend plutôt qu'apprendre par cœur. Apprendre par cœur, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend par cœur? Eh ben, on essaye de prendre une photo de ce qu'on apprend et de la retenir par cœur. On fait donc intervenir un peu plus la mémoire perceptive, ou alors si je répète une phrase en boucle, ça va se transformer en mémoire auditive, donc perceptive, auditive. Alors que quand on donne du sens, eh ben en fait, normalement, ce sens-là, on ne l'oublie jamais. Si je vous dis lampe, vous avez une représentation d'une lampe, par exemple. Donc, c'est la liaison entre l'image et le mot. C'est celle qui résiste le plus à l'oubli, celle qui a la plus grande capacité. A priori, quand on a donné du sens à quelque chose depuis qu'on est enfant, on ne l'oublie jamais. Et dans notre tête, il va y avoir deux types de classements, des thématiques, des classements par thématique et des classements associatifs. Moi, je vais vous proposer un petit jeu, là, où je vais vous proposer du classement associatif. Vous allez comprendre. Je vais vous demander de jouer un petit peu à essayer de retenir une liste de courses. Vous allez voir, on va jouer un petit peu à ça. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode table de rappel. C'est la mienne, là, celle que je vous montre ici. Regardez. Chaque case représente un chiffre. Le 1, c'est la forme d'une bougie. Le 2, c'est la forme d'un signe. Le 3, c'est la forme des menottes ouvertes. Le 4, c'est la voile avant d'un bateau. Le 5 représente un crochet à l'envers. Alors évidemment, cette table de rappel étant la mienne, elle va être plus efficace pour moi que pour vous. Alors, vous allez comprendre un petit peu à quoi ça peut servir. Cette table de rappel, elle me sert, moi, tout au long de ma vie, maintenant que je la connais par cœur, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de la voir sous les yeux. La table de rappel, je peux vous donner par exemple le 14. Je sais que c'est le feu d'artifice parce que c'est le 14 juillet. Je sais que le 18, par exemple, c'est mon image de pompier. Cette table de rappel, maintenant, je vais m'en servir pour créer des associations d'idées quand je cherche à retenir quelque chose par cœur. Par exemple, une liste de courses. Je vous ai présenté une liste de courses ici. Vous voyez? Je vais vous demander évidemment de ne pas noter sur votre papier la liste de courses, sinon ce serait tricher. Mais si je vous demande de retenir pendant 1 heure la liste de courses, c'est-à-dire les 20 objets ou les 20 aliments, etc., vous doutez que, à mon avis, ce n'est pas gagné d'avance. Je pense que dans 1 heure, vous allez en retenir peut-être que 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10, je ne sais pas, mais en tout cas, 20, ça va être compliqué. Alors, on peut trouver une petite astuce pour essayer de mémoriser ça un peu plus facilement, c'est qu'on va y créer une association d'idées en utilisant la table de rappel. Je vous donne un exemple. Le 1, c'est donc ma bougie. Vous voyez donc le premier aliment que je veux acheter, ce sont des cookies. Eh ben, je vais créer une association entre le 1, donc la bougie, la forme de la bougie, et les cookies. Moi, par exemple, dans mon association, eh ben, je vais imaginer que les cookies, ce sont des gâteaux d'anniversaire et je vais donc planter une bougie sur mon cookie. Et dans 1 heure, quand je vais me dire qu'est-ce que j'ai à acheter en premier, je vais faire venir l'image de la bougie, sauf que j'aurais donné du sens et j'aurais raconté une histoire à la première chose que je devais acheter, puis il va y avoir une association automatique qui va se créer, il va y avoir mon cookie qui va apparaître avec ma bougie plantée dans le cookie. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, on ne va pas le faire sur les 20 parce que ce serait un petit peu trop long, mais vous allez, par exemple, essayer de retenir les 5 premiers éléments de la liste de courses en créant donc des associations avec le chiffre 1, donc la forme de la bougie, le chiffre 2, le signe. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une association entre le signe et le produit vaisselle? Eh ben, moi, je peux imaginer, par exemple, que le signe glisse parce que
l'eau sur laquelle il glisse, il y a du produit vaisselle. Je peux vous assurer que quand je vais penser au chiffre 2 et donc au signe, je vais tout de suite avoir l'image du produit vaisselle qui va arriver. Alors, comment est-ce que je vais associer les tomates avec une menotte? Comment je vais associer des chaussettes avec les voiles de bateau? J'en sais rien, il faut être un peu créatif, mais n'empêche que vous allez vous apercevoir que tout à l'heure, dans quelques instants, quand je vais vous demander « et tout à l'heure », qu'est-ce qu'il y avait à acheter en premier? Vous allez avoir les cookies qui vont apparaître tout de suite. Qu'est-ce qu'il y avait à acheter en deuxième? Vous allez avoir le signe qui va apparaître et vous allez avoir votre association d'idées, le produit vaisselle qui va apparaître tout de suite. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour essayer peut-être sur les 5, 6, 7 premiers items. Faites comme vous voulez, hein, c'est un petit jeu. Essayez de créer des associations entre ce que vous voyez. Par exemple, je ne sais pas si, allez, j'ai envie de retenir le chiffre, je vous dis n'importe quoi, hein, le chiffre 19, par exemple, la baguette de pain. Je vais venir sur le bœuf, 19 bœufs, et comment je crée cette association entre le bœuf et la baguette de pain, par exemple. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu jouer avec ça. Retenez ce que vous voulez retenir et tout à l'heure, on se fera un petit test et vous verrez que votre mémoire sur la liste de courses sera juste fabuleuse. C'est un exercice qui est très, très surprenant. Donc, je vais vous laisser créer votre petite association. Je vais vous laisser 1 minute ou 2 pour ça. Allez-y, travaillez tranquillement. Peut-être sur les 5, 6, 7 premiers items de la liste de courses à retenir en créant donc des associations, une histoire avec le chiffre et la forme du chiffre de la table de rappel. Alors, par exemple, là, je suis en train de le faire en même temps que vous, moi. Et je suis sur le chiffre 7. Et je vois que le 7, c'est les 7 nains. Qu'est-ce que j'ai à retenir en 7e? Du savon. J'imagine que les nains, après une grande journée de travail, il faut qu'ils prennent une douche. Donc, ils ont besoin de se savonner. Et donc, si j'ai cette image des 7 nains qui ont besoin de se savonner, je sais qu'en 7e, j'avais du savon à acheter. Voilà, je vous laisse encore une petite minute. C'est du jeu, hein. Vous n'êtes évidemment pas obligé, mais essayez de vous tester un petit peu par rapport à ça. Allez, on va pouvoir avancer un petit peu. On verra tout à l'heure comment vous avez réussi à traiter ces informations-là. Donc, la table de rappel, c'est un moyen donc d'utiliser la mémoire sémantique qui est donc donner du sens à l'information que je reçois. Et donc, donner du sens, c'est par exemple créer des associations d'idées. Et c'est ce qu'on a fait exactement avec cette table de rappel. J'avance un petit peu. On parle aussi de la mémoire lexicale. Vous voyez que je le mets entre parenthèses parce que c'est une sous-catégorie. C'est un module de mémoire contenant le vocabulaire et intégrant diverses caractéristiques de la morphologie des mots, c'est-à-dire son orthographe, sa phonétique, sa prononciation, son écriture. C'est considéré comme séparé de la mémoire sémantique, mais en fait, c'est intimement lié puisqu'on donne du sens à l'information. Alors justement, c'est pareil, là, je vous donne une petite astuce aussi, et c'est pas moi qui l'ai inventé. Figurez-vous que c'est la maîtresse d'un de mes enfants quand il était en CP. La maîtresse avait distribué aux parents, enfin aux enfants bien sûr, mais donc aux parents, un petit papier où sur ce papier, c'était noté comment retenir un nouveau mot, comment apprendre un nouveau mot. Et il y avait plusieurs items, et il y avait toute une liste de choses à faire qui font intervenir finalement 3 types de mémoire sensorielle.
de mémoire perceptive. En premier, la maîtresse disait, les enfants, avec vos yeux, prenez le mot comme si vous le preniez en photo. Prenez en photo le mot. Fermez les yeux et gardez cette photo dans votre esprit. Donc, on fait intervenir ici la mémoire visuelle. Ensuite, elle demandait aux enfants de faire intervenir la mémoire auditive en ayant les yeux fermés et à partir de la photo qu'ils ont mémorisée, donc avec leurs yeux, c'est une image bien sûr de ce nouveau mot, les enfants doivent épeler le mot dans leur tête. Donc, on fait intervenir ici le son de ma voix dans ma tête. Je peux aussi le faire évidemment à haute voix si je le veux. Une fois que ça c'est fait, je vais garder les yeux fermés, je vais récupérer un stylo capuchon fermé et sur une feuille de papier, toujours les yeux fermés, je vais reproduire le geste de chaque lettre du mot. Donc, on fait intervenir ici la mémoire donc plutôt kinesthésique, donc c'est la mémoire du geste, en l'occurrence, de la sensation du geste, et le capuchon fermé, à partir de la photo du mot et de la façon dont je l'épelle dans ma tête, je vais reproduire les gestes sur ma feuille de papier et écrire. Une fois que ça c'est fait, je garde les yeux fermés, j'ouvre le capuchon et j'écris le mot sur ma feuille de papier. J'ouvre les yeux et je compare ce que j'ai écrit avec le mot qu'il y avait à apprendre. Et ça, c'est très intéressant de travailler comme ça. Pourquoi ? Parce que je pense que pour l'enfant, c'est un vrai apprentissage de ses points forts. Si je suis fort, moi, dans la mémorisation auditive de ce que je capte comme information, eh ben, je sais qu'à l'école, il faudra que je sois très attentif à ce que j'entends et pas forcément à ce que je lis sur le tableau. Peut-être qu'à l'inverse, si j'ai une mémoire perceptive qui est très visuelle et je m'en rends compte avec ce genre de travail, il faudra que je sois très attentif à ce que je lis sur le tableau, aux notes qui sont notées sur mon cahier et pas forcément aux explications de la maîtresse. Vous voyez ? Parce qu'on a un problème, c'est qu'on travaille aujourd'hui dans des carcans sociétaux et des carcans éducatifs dans lesquels on nous oblige à rentrer, sauf qu'en fait, on nous oblige à rentrer là-dedans par croyance et souvent pas en utilisant nos meilleurs systèmes d'apprentissage. Et ça, je pense que pour les enfants, c'est dramatique. Donc, il s'agit pour nous de travailler sur l'ensemble de nos champs sensoriels, donc le visuel, l'auditif, mais aussi donc la reproduction du geste, du mot, la mémoire kinesthésique. Et c'est là, à mon avis, qu'on fait vraiment fructifier l'apprentissage. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est aussi une mémoire à long terme. C'est la mémoire des événements. Par exemple, vous vous souvenez particulièrement de certains de vos Noëls, mais pas de tous. Très souvent, il y a un lien avec, les émotions. Et il faut savoir que ça aussi, ça peut être un moyen de retenir les choses. C'est qu'en fait, on peut retenir les choses en les plaçant dans un contexte. Je me souviens d'un nouveau mot parce que je me souviens qu'il était écrit quelque part en haut à droite. Et donc, si je replace le mot dans un contexte, ou le mot ou l'événement ou une phrase ou peu importe, eh ben, on fera intervenir la mémoire épisodique qui n'est pas le même travail d'utilisation de notre système cérébral que les autres. Donc, seuls les souvenirs les plus intenses persistent. Ça nous permet de nous projeter dans le futur. Ça fait partie de la mémoire à long terme, dite explicite, parce qu'on peut en parler comme la mémoire sémantique d'ailleurs. Et puis, il va y avoir aussi la mémoire procédurale. Alors, la mémoire procédurale, c'est un peu différent. C'est la mémoire de nos savoir-faire. Tout à l'heure, il y a, par exemple, je crois que c'est Bruno qui nous disait, ou Florence, je ne sais plus, tiens, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, j'avais ça à faire. La mémoire procédurale, c'est la mémoire de nos savoir-faire, de nos savoir-agir qui peuvent rentrer dans nos routines, dans des routines motrices. Par exemple, la mémoire des habitudes motrices, comme par exemple faire du vélo, ça ne s'oublie pratiquement jamais. C'est des automatismes qui sont consolidés par les répétitions, ça ne s'oublie pratiquement pas. Mais s'il y a du manque d'entraînement, la finesse peut diminuer. Par exemple, je sais faire du ski. C'est une mémoire qui n'est donc pas déclarative, qui n'est pas liée à des connaissances dites explicites. Ce sont simplement des gestes à réaliser. Je sais faire du ski, mais on s'aperçoit que si au bout de 10 ans, j'ai toujours pas fait de ski, eh ben, il nous faudra peut-être une ou deux pistes, une ou deux descentes pour retrouver un petit peu
nos sensations et de cette façon, les réseaux neuronaux qui participent à la production de la finesse de ce geste-là vont pouvoir du coup se réactiver. On va revenir dans un certain niveau de performance. Ça sert donc à agir. Et on apprend ça sous forme de règles et de raisonnement logique. Je vais vous donner un exemple. Vous, est-ce que vous savez comment vous faites vos lacets? Quelle boucle vous mettez par-dessus l'autre pour faire vos lacets? La droite ou la gauche? Et vous voyez qu'il y a un petit bug. Tout simplement parce que au moment où l'enfant apprend à faire ses lacets, lui, il passe par ces formes de règles et de raisonnement logique. Il faut que je fasse une boucle, une oreille de lapin, il faut que je tourne autour, que je fasse un puits, etc., etc. Et à force de répétition, on ne sera plus obligé de passer par ces raisonnements logiques. On va donc avoir un geste qui sera automatique et répétitif, ce qui nous permettra donc de réaliser le geste sans aucune forme d'intellectualisation du geste et ce qui nous permet d'économiser de l'énergie. Donc vous voyez que les répétitions servent à la consolidation de la mémoire procédurale, mais servent à la consolidation des routines. Si je me lève le matin et que je sais que j'ai des choses à faire avec un certain ordre, ce matin, à 11h30, il y avait une conférence sur la mémoire, et heureusement, je ne l'ai pas oublié, tout simplement parce que quand je me suis levé ce matin, il est possible de mettre en place une routine mentale, et mettre une routine mentale simplement en se rappelant les choses que j'ai à réaliser dans la journée. Et en 1, j'ai ça à faire. En 2, j'ai ça à faire. En 3, j'ai ça à faire. En 4, j'ai ça à faire. De façon donc à créer une routine dans la journée. Et ce qui nous permettra de faciliter l'appréhension des événements qui arrivent dans la journée, à mieux les anticiper, même inconsciemment parlant. Et ensuite, ça se transformera en actions qui seront donc automatisées. Ça fait donc de la partie de la mémoire à long terme, mais sauf que c'est implicite. On ne peut pas, par exemple, quand je fais mes lacets, au bout d'un moment, quand il y a de la répétition de gestes et que je fais mes lacets par automatisme, je ne suis plus capable de parler du comment j'ai fait pour faire mes lacets. Voilà, c'est automatisé. Alors justement, je pense que c'est intéressant d'être capable d'ancrer ces routines de journée grâce à l'imagerie mentale. Comment est-ce qu'on fait pour travailler en imagerie mentale? Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est de travailler, par exemple, en plaçant une caméra, en imaginant qu'il y a une caméra qui nous filme de l'extérieur tout au long de la journée. Et cette caméra-là va filmer nos faits et gestes, en nous filmant de dessus, de dessous. Et ça, c'est un travail mental que je fais le matin dans mon lit, par exemple. Je vais m'imaginer en train de réaliser telle action, telle action, telle action, telle action, telle action. Je peux même jouer sur les vitesses gestuelles. Peut-être que je vais ralentir un petit peu, par exemple, pour corriger certaines erreurs, comme un tennisman qui veut servir, je ne sais pas, qui veut servir pour croiser, par exemple, ou slicer, ou peu importe, il va ralentir une caméra qui va le filmer, une caméra mentale, hein, et évidemment une caméra virtuelle, et puis il va en profiter pour corriger certaines erreurs, de façon à ce que son cerveau puisse commencer à ancrer certaines procédures. Une fois que ça c'est fait, je vais me placer non plus en mode spectateur de mon imagerie, mais en mode acteur. C'est-à-dire que je vais continuer à répéter mes faits et gestes, mais simplement maintenant en passant en mode acteur, c'est-à-dire en imaginant l'ensemble des procédures que je mets en place, en les réalisant mentalement dans ma tête. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste une petite pause à ce moment-là, puisque ensuite on va avoir d'autres petits jeux après. On va juste faire une petite pause à ce moment-là et je vais vous montrer très rapidement comment les pilotes de chasse se préparent eux-mêmes pour ancrer leurs procédures et pour apprendre des séquences de vol en entier. Alors attendez, je suis juste en train d'essayer de retrouver mon petit film que j'ai fermé tout à l'heure bêtement. Je pense que c'est là. Voilà, je vais vous montrer un petit peu vite fait une petite séquence d'un pilote de chasse pour vous montrer comment est-ce qu'il se prépare dans ses vols. Et nous, on peut le faire. Alors, évidemment, on peut le reproduire sur nos séquences de la journée. Hein. Là, je vous montre, c'est un exemple pour un pilote de chasse, mais évidemment, on peut reproduire ça, nous, dans la journée. Hop, je vais vous repartager autrement. En incluant l'audio, c'est mieux. Voilà, là, vous devez avoir normalement mon écran.
regardez. 100% le JX. Ça déjauge. Airborne, le train rentre, j'attends la rouge éteinte. Rouge éteinte, point central. Tonneau. 30 degrés, ça tourne. Vertical. Pur, ça tourne. 90 et je glande. Je remonte au vent, je glande, c'est parti pour 1,5 à droite. 1,5 à droite et ça revient dans le plan. Ça revient dans le plan, pas trop près. Glande, tonneau et boucle carré. Vertical pur, 3000 pieds. Sur le toit, ça tire. 4005 sur le toit, moins 10, PC coupé, top. Et L'alpha rafale, c'est quoi? Dans quelques mots, c'est puissance, manœuvrabilité, vitesse, facteur de charge. Et puis 50 degrés, ça remonte au vent. 3 quarts, on remonte en face. Et cadence souk de G, vertical pur, ça relâche, on va chercher 3000 avec moins 10. Ça stabilise, patience. Tonneau, patience. On remonte devant, décalage. On rentre. Je fais 30 pieds, 52, on prend un deuxième vérif, on rentre 3 quarts d'ouverture. 3 quarts, allez, donne une un demi, on va du square, on rapproche. Voilà, donc évidemment, là, je vous présentais l'image d'un pilote de chasse, mais nous, ce qu'on peut faire, quand on prépare une réunion, par exemple, eh ben, on peut faire exactement la même chose. On va se mettre dans une pièce au calme, on va fermer les yeux ou pas d'ailleurs, et on va répéter mentalement l'ensemble de ce qu'on a à présenter, mais pas que dans le fond, aussi dans la forme. Parce que si je suis stressé et que je suis hyper focus sur « j'espère que je vais parler assez fort », j'espère que ma gestuelle va être adaptée à mon discours, etc. Le problème, c'est que le cerveau ne peut pas capter tout ce qu'on a en tête. Et donc, eh ben, peut-être que si je suis trop focus sur la forme, eh ben, je vais oublier mon fond. Donc, l'idée, c'est d'ancrer des procédures sur une espèce de rituel de travail sur la forme pour que le fond, eh ben, je puisse porter mon attention un peu plus sur le fond. Parce qu'on ne peut pas porter notre attention sur tout ce qu'on a. Ce n'est pas possible. Il faut donc avoir des espèces de routines. Et c'est pour ça que je vous parlais de création de routines mentales, y compris dans les actions que j'ai à réaliser dans la journée. Si j'ai envie que ma journée se passe bien, eh ben, le matin en me levant, eh ben, il faut simplement que je répète, j'ai ça à faire, puis ça, de façon à ce qu'au fur et à mesure de la journée, tout vienne d'une manière un peu plus automatique et un petit peu plus fluide. Je reprends mon fil de présentation. Donc ça, c'est vu. Alors la mémoire à long terme, donc on a vu que c'était donc une composante de mémoire sémantique, mémoire épisodique qui est donc explicite, qui est liée au savoir général, alors que la mémoire procédurale, c'est plutôt le savoir comment. Alors rappelez-vous un petit peu la liste de courses. Est-ce que vous êtes capable, là comme ça, d'emblée, de vous rappeler l'ensemble de ce qu'il y avait à acheter? Et si je vous montre la table de rappel? Alors moi, je l'ai fait en même temps. Par exemple, je me rappelle que le 1, bon, on en a parlé, bah, c'est des cookies. Parce que moi, je sais que donc, je plantais ma bougie sur les cookies, donc qui étaient mon gâteau d'anniversaire. Le 2, eh ben moi, j'ai fait l'association, je voulais verbaliser en plus, donc il y a eu un petit biais aussi, mais évidemment, le signe, moi, j'imagine qu'il glisse sur, c'était du liquide vaisselle, il me semble. Donc, je crois qu'en deuxième, il y avait du liquide vaisselle à acheter. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, la liste de courses. Donc, ça se trouve, c'est moi qui me trompe. Hein. En troisième, moi, l'association, c'était les menottes et j'imaginais un voleur au marché. Et je sais donc qu'il y avait des tomates à acheter en troisième. Je me trompe, c'était pas ça? On va vérifier tout à l'heure. Hein. Il me semble qu'en troisième, il y avait des tomates à acheter. En quatrième, sur le pont d'un bateau, ben moi, j'ai trouvé qu'on risquait de glisser sur le pont d'un bateau. Donc, en fait, moi, ce que je proposais, c'était que on mette des chaussettes antidérapantes. Donc, il me semble bien qu'en quatrième, il y avait des chaussettes à acheter. En cinquième, j'imaginais, alors je sais que du coup, c'est du steak haché, parce que j'imaginais le capitaine Crochet qui est en train de réduire en bouillie un steak. Voilà. En sixième, je suis quasiment sûr que c'est du café qu'on avait acheté, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais un éléphant au-dessus d'une mare de café. Et voilà. Et en septième, eh ben, il y avait l'histoire du savon, parce que les 7 nains doivent se savonner en rentrant du travail. Alors, je sais, donc du coup, en 1, c'était les cookies, en 2, c'était le produit vaisselle, en 3, les tomates, en 4e, les chaussettes, en 5e, le steak haché, en 6e, le café, et en 7e, le savon. J'ai juste envie d'aller vérifier pour voir si je ne me suis pas trompé.
et je ne me suis pas trompé. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Et le gros avantage, c'est que déjà, j'ai la liste de courses et d'une dans l'ordre, et de deux, je peux vous garantir que dans 1 heure, je m'en rappellerai encore. Parce que du coup, j'aurai donc créé des associations et des histoires entre ma table de rappel, évidemment, que moi je connais bien, et ma liste de courses. Voilà, donc ça peut être un jeu assez sympa. On peut donc faire avec la table de rappel un jeu de mémoire. Un autre petit jeu de mémoire, si vous le voulez bien, je vais vous demander de visionner. Alors, vous ne prendrez pas de notes, hein, évidemment, trichez pas. Vous allez visionner une liste d'images que je vais faire défiler toutes les 5 secondes. Il va y en avoir 12. Donc, 12 images qui vont apparaître toutes les 5 secondes et vous allez essayer de les retenir. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. OK. On met ça de côté. Et là, je vais vous parler maintenant de l'effet de récence et de l'effet de primauté. Une courbe de performance cognitive montre, en neurosciences dans tous les cas, que le cerveau a tendance à plus facilement retenir les premiers éléments d'une liste ou les derniers. Alors, nous, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes capable, vous, de noter sur votre feuille de papier tout ce que vous avez retenu de la liste, peu importe l'ordre, hein? Vous avez retenu quoi comme image? Allez-y. Notez sur une feuille de papier. Rapidement, hein. Les premières images qui vous viennent à l'esprit, celles dont vous vous rappelez, c'est lesquelles? Alors, je vais vous les remontrer. On va voir du coup combien vous en avez retenu et surtout à quelle position. Ça, c'est assez intéressant. Les images, c'est celles-ci, donc, celles qu'il fallait retenir. Et l'effet de récence, c'est quoi? C'est la capacité du cerveau à se souvenir des éléments les plus récents, autrement dit les derniers d'une liste. Alors que l'effet de primauté, c'est la capacité du cerveau à se souvenir en priorité des premiers éléments d'une liste. Alors vous, ça peut être une indication que je vous donne, c'est que si les images que vous avez retenues sont plutôt les images de début de la liste, c'est que votre cerveau est plutôt focus et performant sur l'effet de primauté. Ce que vous voyez et ce que vous entendez, ce que vous stockez comme information en premier dans une liste. Alors que si vous avez été capable de retenir plutôt des images de fin de liste, c'est que vous avez plutôt dans votre cerveau une faculté à vous souvenir des derniers éléments. Et ça peut être, vous le comprenez, une orientation pour votre système de fonctionnement, une meilleure connaissance de vous. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes plus performant pour retenir les derniers éléments d'une liste, peut-être que dans quelque chose que vous devez mémoriser, il faudra peut-être mieux réviser ces derniers trucs-là, c'est les choses les plus importantes en dernier et pas en premier, parce que sinon, vous serez moins performant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence et l'effet de primauté. Et en général, pas tout le temps bien sûr, mais en général, le cerveau est un peu moins capable de se souvenir des éléments du milieu d'une liste, du milieu d'une information. C'est d'ailleurs pour ça, quand on fait un débriefing avec quelqu'un, quand on est en entretien en méthode managériale, on parle de la méthode sandwich. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est qu'en fait, on va annoncer du positif en entrée de discours et du positif en sortie de discours. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui, j'ai envie de
de lui apporter une critique constructive sur son travail, eh ben, je vais commencer par lui dire tout ce qui est bien. Je vais, à la fin de mon discours, lui rappeler tout ce qui est bien. Et au milieu, je vais lui donner tout ce qu'il y a comme élément à modifier, etc. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que quand le collaborateur quitte mon bureau, j'ai envie qu'il parte de mon bureau avec une sensation positive, avec une sensation, malgré tout, d'estime de lui. Et le truc, c'est qu'il va plus facilement se rappeler de l'entrée de mon discours et de la sortie de mon discours. Remarquez que les politiciens à la télé font exactement pareil. Quand ils commencent un discours, ils commencent toujours en ouverture du discours par nous donner tout ce qu'il y a de positif. En sortie de discours, ils nous donnent également tout ce qu'il y a toujours de positif et désolé pour la grossièreté, toute la merde là, tout ce qu'ils veulent nous faire passer un peu au milieu là, et ben justement ils le mettent au milieu de leur discours parce qu'on va moins s'en rappeler. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle l'effet de récence et l'effet de primauté. Alors l'oubli c'est quoi? L'oubli c'est l'incapacité, je vous l'ai dit, à récupérer les informations stockées. On dit qu'en général, on oublie 50% de ce qu'on a appris au bout d'une heure et 80% au bout d'un mois. C'est Bingos qui dit ça. Néanmoins, il y a un côté favorable, c'est plus on apprend, plus on oublie. Mais plus on apprend, plus vite on apprend. Regardez, la courbe de l'oubli, elle peut ressembler à ça. Et Ebbinghaus présente une théorie qui parle, lui, pour consolidation un petit peu de la mémorisation, mais surtout pour, on va dire, retarder la courbe de l'oubli. Il parle de la théorie des répétitions espacées. Vous voyez qu'en fait, lui, il préconise en fait une méthode d'apprentissage dense au début, puis ensuite, je vais répéter un petit peu le lendemain, puis dans 3 jours, puis dans une semaine, puis dans un mois, de façon à ce que la courbe de l'oubli diminue au fur et à mesure en vitesse. Donc, c'est assez intéressant, ça. C'est ce qu'on appelle la théorie des répétitions espacées. Donc, c'est peut-être pas la peine d'essayer de tout retenir au dernier moment. Ça va être compliqué. D'apprendre tout un mois avant et de répéter au dernier moment. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la répétition, mais ce n'est pas la peine de répéter tous les jours non plus. Il faut répéter en mettant de l'espace entre chaque répétition. Ça, c'est selon Ebbinghaus, évidemment. Alors, l'oubli, les causes possibles et normales non pathologiques, évidemment, parce qu'on peut avoir des pathologies liées à l'apprentissage par défaut neurologique. L'oubli, c'est quoi? Les causes possibles, ça peut être quoi? L'absence de codage de l'information. Ça peut être aussi l'absence d'indices de récupération, comme on a utilisé, par exemple, la table de rappel tout à l'heure, ou alors le défaut de répétition. On le voit dans la courbe d'Ebbinghaus ici. Alors, quelques petits trucs et astuces maintenant. Déjà, prendre conscience qu'il est plus facile de se souvenir des mots rares que courants. Parce que quand on apprend un nouveau mot qui est plutôt courant, on risque de faire des amalgames avec ce qu'on sait déjà. Autre chose, on n'apprend pas en dormant. Néanmoins, le sommeil est indispensable, qu'il soit profond ou paradoxal d'ailleurs. Donc ça, c'est très important, c'est qu'on n'apprend pas en dormant. Quand vous passez cette espèce de boucle là, auditive là, dans un casque pendant que vous dormez, eh ben, il suffit de le faire la journée. Ce n'est pas la peine de le faire la nuit. On n'apprend pas plus la nuit si on fait ça que la journée. Et le problème, c'est que la nuit, elle est indispensable pour la création de sommeil. Et je vais vous le montrer dans 2 minutes. Le sommeil, il est indispensable pour la consolidation de la mémoire. Et si je me mets du son dans les oreilles, je vais moins bien dormir, tout simplement. Donc attention, ça c'est une astuce de grand-mère qu'il faut absolument mettre de côté. C'est que se créer de la boucle auditive pendant qu'on dort, c'est pas bon. Les premiers souvenirs sont rattachés aux émotions fortes. Le meilleur souvenir en général des émotions négatives, mais quand on a une émotion négative, on se rappelle moins bien du détail. Et souvent, c'est d'ailleurs un mauvais apprentissage parce qu'il ne faut pas créer de trauma pour apprendre, notamment la pédagogie par l'erreur. Je veux t'apprendre à nager, je vais te pousser dans l'eau. C'est pas terrible. On continue sur les trucs et astuces. Il vaut mieux comprendre que apprendre par cœur. Ça, je vous l'ai dit, mémoire sémantique, qui va être donc plus résistante que la mémoire à court terme, qui est donc la mémoire visuelle quand on apprend par cœur, ou la mémoire auditive, si on se passe ces phrases en boucle dans la tête. Pour apprendre, il faut répéter. Donc, répétition lexicale, mais aussi répétition sémantique qu'on appelle multi-épisodique, c'est-à-dire que ça vaut le coup, peut-être, quand je veux apprendre quelque chose de nouveau, d'aller chercher des sources d'informations différentes. Écouter un podcast dessus, lire, regarder un reportage, de façon en fait à ce qu'il y ait plusieurs explications sur la même thématique, mais données de manière différente, ce qui va enrichir
mon mécanisme de mise en sens de ce que je suis en train d'apprendre. Pour apprendre, il faut subvocaliser, c'est-à-dire répéter dans notre tête, sachant que vous l'avez peut-être compris, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez des enfants, souvent les enfants extériorisent leur subvocalisation quand ils sont en train d'apprendre. Ils apprennent à haute voix, tout simplement. Alors attention aussi à l'apprentissage avec environnement sonore, c'est-à-dire que si vous mettez de la musique, si vous travaillez, si vous essayez d'apprendre quelque chose alors qu'il y a des bruits autour de vous, si c'est des bruits quotidiens, ça gêne pas trop. S'il y a de la musique sans parole, ça gêne peu, parce que la musique sera de la musique de fond. Par contre, s'il y a des paroles, ça pose problème, surtout si c'est en français, parce qu'en fait, quand j'entends quelque chose, mon cerveau lui donne du sens, et donc il va y avoir de la déportation du mécanisme de captation auditive vers les paroles. Donc il vaut mieux mettre de la musique sans parole, ce sera bien mieux, ou alors une langue que je ne connais pas. Moi, par exemple, je suis vraiment nul en anglais. Quand j'entends une musique en anglais, je ne lui donne pas de sens, en fait. J'écoute du Queen, du Freddie Mercury, du je ne sais quoi. Quand il chante, je ne comprends rien à ce qu'il dit, donc je ne lui donne pas de sens. Donc, en fait, la voix ne représente qu'un instrument supplémentaire pour moi. Apprentissage en images, oui, mais ça doit être verbalisable. Autrement dit, il faut qu'il y ait du sens, encore une fois, à ce qu'on voit. Privilégier la lecture à la télévision, parce que c'est plus facile de prononcer que de deviner l'orthographe. Et puis, la lecture, c'est un mode d'enregistrement qu'on appelle autorégulé, parce que quand je bloque sur un mot, je peux le relire plusieurs fois, alors qu'à la télé, maintenant, vous allez me dire, il y a le replay, on peut revenir en arrière, etc. Mais enfin, souvent, par fainéantise, on ne le fait pas. Alors que la lecture, automatiquement, quand je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau, quand je suis en train de le lire, automatiquement, mes yeux vont revenir au début de la phrase pour essayer de mieux en comprendre le sens. Alors qu'avec la lecture, avec la télé, on ne le fait pas trop. Faire des phrases courtes plutôt et procéder, comme on l'a vu tout à l'heure, par moyen mémotechnique, donc organisation d'indices de récupération. On l'a vu par exemple avec la table de rappel, par catégorisation, par exemple, ou en subvocalisant une phrase en y associant les mots, par exemple, ou en créant des images associant les mots. Tout ça pour donner du sens toujours. Peut-être en créant également des phrases clés qui vont me servir d'ancrage. Voilà, tout simplement. Je voudrais vous parler très rapidement, en 5 minutes, du sommeil, pour voir un petit peu comment on dort et à quel point le sommeil est indispensable pour entretenir notre mémoire. Sachez qu'on dort par cycle en moyenne de 90 minutes toute la nuit. On dort entre 4 à 6 cycles de 90 minutes par nuit. Le premier, chacun de ces cycles représente un petit train avec 4 types de wagons différents. Un premier wagon qui représente l'endormissement, un deuxième wagon qui représente du sommeil plutôt léger, où je vais être très sensible aux stimulations extérieures. Si à peine on me touche, je vais me réveiller. Si on allume une lumière, je vais me réveiller, etc. Et là, on va ensuite approfondir notre sommeil au fur et à mesure et créer du sommeil lent profond. Dans ce sommeil lent profond, il y a la consolidation de tout ce qui est mémoire déclarative, c'est-à-dire mémoire épisodique et mémoire sémantique. Les deux types de mémoire, en fait, qui correspondent à l'apprentissage de nos connaissances. Ça, c'est important. Sommeil lent profond, vous voyez que ça nous sert donc à consolider notre mémoire liée à nos connaissances. Et en sommeil paradoxal, on va consolider notre mémoire liée à nos savoir-faire, donc la mémoire procédurale. Si par exemple, moi, je suis en train d'apprendre à jouer de la guitare, je vais, dans la nuit, continuer à reproduire les gestes dans ma tête, bien sûr, dans mes rêves, dans mon cerveau, continuer à reproduire les gestes du placement de mes doigts sur la guitare. Et le lendemain matin, comme par magie, j'aurai un peu plus de facilité à poser mes doigts pour poser un accord de mi sur mes cordes ou des choses comme ça. Voilà. À la fin de mon sommeil paradoxal, il y a un micro-réveil et je vais reprendre un nouveau train. On prend entre 4 à 6 trains par nuit. Ça représente à peu près 7h30 de sommeil en moyenne par nuit. Donc, vous voyez à peu près les pourcentages de répartition, en sachant qu'on fait surtout du sommeil lent profond en début de nuit et surtout du sommeil paradoxal en fin de nuit. Mais vous voyez donc que le sommeil est indispensable pour apprendre. Et ça, je pense que c'est très important à retenir. Ce pourquoi il ne faut pas travailler. Ça ne sert à rien de continuer à apprendre la nuit, à réviser vos cours ou des nouvelles choses la nuit, sauf si on veut gagner du temps, bien sûr, mais ça, on ne gagnera pas en efficacité, ça c'est sûr. Et ça sert à rien aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure,
de se mettre une bande sonore avec ce qu'on a à apprendre par cœur pour que ça tourne la nuit, parce que de toute façon, on va perturber notre sommeil, on va rester en sommeil lent léger si on fait ça, et donc on aura moins de capacité à emmagasiner l'information. Alors, quelques petits conseils pour bien dormir, je vous les passe rapidement. Couchez-vous dès que vous en ressentez le besoin le soir, n'attendez pas que le film soit fini. Hein. Limitez vos écrans le soir ou alors utilisez des filtres. Il faut savoir que la lumière des écrans perturbe la production de mélatonine qui est la principale responsable de notre alternance veille-sommeil. Donc, utilisez des écrans, des filtres anti-lumière bleue le soir ou alors encore mieux, stoppez les écrans à partir d'une certaine heure. Exposez-vous à la lumière du soleil en journée au maximum pour favoriser l'alternance veille-sommeil pour que notre cerveau apprenne l'heure qu'il est. Pratiquer une activité sportive d'endurance, ça facilite le sommeil lent profond, la production de sommeil lent profond. Manger à heure fixe et alléger le repas du soir. Hein, la fixité des horaires de repas, c'est très important dans la production d'un sommeil de qualité. Et alléger les repas du soir parce que sinon, vous risquez de vous endormir avec un sommeil très léger parce que le ventre est lourd, etc. etc. Pratiquer évidemment une activité relaxante, hein, tout ce qui va être lecture, mise au calme, peut-être écouter un podcast avec un son assez doux. Limiter tout ce qui est caféine, théine, alcool. Évidemment, ce qui semble assez logique, c'est du bon sens. Favoriser les réveils naturels le matin, autrement dit, levez-vous, non pas parce que votre réveil sonne, mais parce que vous vous réveillez d'un réveil naturel. Remarquez que si vous réveillez à 6h30 et que vous autorisez à vous rendormir parce que votre réveil est programmé à 7h, vous êtes réveillé à 6h30 en super forme. Une demi-heure après, quand le réveil sonne, eh ben, on n'est vraiment pas en forme du tout. Donc, il faut favoriser les réveils naturels du matin et pour le respect de nos cycles biologiques. Récupérez chaque dette de sommeil. Donc, faites la grasse matinée le week-end, par exemple. Faites des pauses en journée. Hein, allez vous coucher un petit peu plus tôt quand vous en ressentez le besoin et rafraîchissez les ambiances, l'environnement, la température avec de vos vêtements. Par exemple, le mieux, c'est de porter aucun vêtement, hein, je vous le dis. La chambre, la température devrait être comprise entre 17 et 19 degrés. Il faut donc que la température soit fraîche. Il y a une règle qui dit tête au frais, corps au chaud. Hein, c'est-à-dire que le corps doit être agréablement dans une sensation de chaleur, mais par contre, l'environnement autour de ma tête doit être frais et allez vous coucher en prenant une douche un peu tempérée. Voilà pour tout ce que je pouvais vous dire. C'est très court, hein, 1 heure pour parler de la mémoire, surtout en essayant de vous faire jouer à 2-3 petites choses. J'espère que vous avez appris certaines choses, que c'était intéressant pour vous. Dans votre fonctionnement, hein, n'hésitez pas maintenant à interagir sur la ligne de chat. Je vais couper mon partage d'écran. Et puis, peut-être s'il y a un animateur qui peut m'aider à faire un petit peu le tri des questions qui ont été posées, ça pourrait être intéressant pour que je puisse un peu y répondre au fur et à mesure sans avoir à lire dans la ligne de chat. Voilà, Bruno, peut-être. Non, on va laisser ça à Arthur. Arthur est là ? Non, il ne doit pas être loin. Non, mais sinon, je peux le faire. Mais juste, je voulais, avant d'attaquer les questions, l'odeur. Ouais. Tu n'en as pas parlé, mais parce que ça ne doit pas être un mécanisme, mais n'empêche, on a tous, quand on chope une odeur, donc c'est quelle mémoire que… La Madeleine de Proust. Hein. La Madeleine de Proust. Alors, on n'a pas plus une mémoire olfactive qu'on a une mémoire visuelle ou auditive, etc. Ça, ce sont des mémoires de perception. De quoi on se souvient? De l'émotion qui est liée à ce moment-là. Est-ce que vous voyez, Bruno, ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, une odeur peut servir de rappel parce que ça va être à ce moment-là notre indice de récupération, je vous l'ai dit. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des événements, il y a, je ne sais pas, 1 million d'événements que vous avez en tête en ce moment. Sauf que c'est dans votre tête, mais vous n'avez pas mis en place de processus de récupération pour les capter, ces événements-là. Mais il n'empêche qu'ils sont tous là, quelque part, dans votre cerveau. Et des fois, on va avoir des petits indices de récupération qui servent comme d'ancrage et pour faire revenir la situation, qui plus est, si à ce moment-là, la mémoire, si l'émotion qui était liée au souvenir était puissante à ce moment-là. C'est d'ailleurs le problème qu'on a aujourd'hui. Alors désolé, je fais un parallèle. C'est le problème qu'on a aujourd'hui avec le syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que les gens vont capter une information, ils vont capter l'information sensorielle du visuel dans l'auditif ou etc. Mais par contre, le couplage émotionnel ne se fait pas en même temps.
C'est-à-dire que des fois, je vis une situation sans ressortir l'émotion qui est associée. Et le problème, c'est quand la réassociation environnement, donc contexte et émotion se fait, mais plus tard. Et des fois, malheureusement, ça peut se passer grâce à un indice de récupération. Et moi, j'ai travaillé avec des militaires, vous le savez, puisque c'était mon métier. Et effectivement, des militaires atteints de syndrome de stress post-traumatique qui vont verbaliser que non, ils ont vécu des super opérations extérieures, aucun problème. Et un jour, ils vont passer à côté d'une station essence. Ils ont vécu un trauma avec une odeur d'essence à ce moment-là. Et il y a toutes les émotions qui reviennent à ce moment-là. Ils se mettent à pleurer, et conduite addictive, et dépression, etc., etc., etc. Donc voilà, il n'y a pas plus de souvenirs liés à l'odeur qu'à autre chose. Hein. Par contre, et là où vous avez raison, et je vais terminer sur cette question-là, c'est que dans les centres nerveux, les centres nerveux liés aux émotions est la plus proche des centres nerveux qui captent l'odeur, qui traitent l'odeur. C'est pour ça que la fameuse Madeleine de Proust, l'odeur, en fait, va réactiver très rapidement les émotions par rapport aux autres systèmes de mémoire qui sont les mémoires visuelles, auditives, etc. Parce que ça va très, très vite, en fait. C'est très puissant et très rapide. Voilà. Ok, c'était exactement, vous l'avez dit, c'est par rapport à la cartographie du cerveau. Voilà. On disait qu'ils étaient plus près l'un de l'autre, donc la réponse est là. Voilà. Nos amis du médical, de la santé, veulent réagir? Donc, c'était très intéressant. Hein. On a beaucoup appris. Et puis là, les techniques là, de liste de courses, je pense qu'on va pas mal les appliquer. On est plusieurs. Vous avez joué un peu avec ça? Ces exercices, on a tous. Voilà, c'était très, très, très intéressant. Tant mieux. C'est pas simple, hein, en une seule heure, hein, d'essayer de vous d'aborder beaucoup de points. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire jouer à des petits jeux un peu rapides. Mais vaut le coup d'être creusé hein, quand même. Mais bon, en une heure, c'est court. Ouais. Ou alors, il aurait fallu que je fasse un choix et parler, par exemple, que de la mémoire sémantique mais bon, ça aurait été dommage. Donc voilà, si ça peut suffire des interrogations et que vous alliez fouiller un petit peu pour aller plus loin, voilà, ça peut être pas mal. Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc premièrement, on peut refaire et reproduire l'événement. On peut le décrypter d'une autre manière. J'aimerais bien aussi, on en reparlera, bon, ça peut-être en dehors de nos amis de GoldMap, mais faire des conférences en amphi. C'est-à-dire pas que faire du présentiel sur certains sujets. Et voilà. Donc, alors l'avantage, évidemment, c'est que ça favorise les interactions. Tout à fait. Parce que là on ne peut pas trop. Donc, quand il y a des questions, effectivement, on ne peut pas les traiter au fur et à mesure parce que sinon, j'ai mon timing et je peux plus. Mais quand on est en amphi, évidemment, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. J'en ai fait quelques-unes, hein, mais au CEA de Cadarache, j'en ai fait plusieurs sur le site de Cadarache. Oui, parce qu'ils ont beaucoup besoin à Cadarache, plus que nous. Eux, c'est du nucléaire, nous, c'est de la recherche technologique, c'est pour ça. Ouais. Non, je plaisante. Par rapport aux réactions, donc j'enlève les réactions de satisfaction et des choses comme ça. Je relève une question qui je ne juge pas de son intérêt, mais qui porte, c'est tout à l'heure quand vous avez dit qu'à un moment donné, on avait on était là et on n'avait plus l'accès. Et donc, est-ce qu'il y a une façon de redonner une efficience à ces accès, soi-disant détériorés? C'est-à-dire, comment on peut revenir à une mémoire qui est stockée? C'est dommage, grosso modo, on a plein d'informations et on n'arrive plus à y accéder. Est-ce qu'il y a une méthode? Non, malheureusement, le codage doit être fait au moment de la réception de l'information. C'est-à-dire que si on n'a pas fait l'effort au moment de la réception de l'information, le problème, c'est que du coup, on n'a pas mis en place de système de codage. S'il n'y a pas de système de codage, il ne peut pas y avoir de système de décodage. Donc, on ne pourra pas avoir accès à l'information. Dans certaines croyances, y compris la mienne, et désolé pour cet aparté, puisque je suis aussi praticien en hypnose, on pourrait avoir accès à ça. Sauf qu'on n'est jamais sûr, et ça c'est important, on n'est jamais sûr qu'on a accès à la vraie information. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous dire j'ai vécu tel trauma dans mon enfance. Désolé, hein, je fais des transgressions. Hein. J'ai vécu tel trauma dans mon… Enfin, je ne me sens pas bien. Je pense que j'ai vécu un trauma dans mon enfance. Je pense que c'est lié à tel type de relation, etc. Et moi, je voudrais le revivre
pour peut-être mieux le comprendre et le traiter différemment. Ok, on y va. Sauf qu'en fait, la personne va revivre un événement. On n'est pas sûr que ce soit le bon. C'est peut-être simplement une représentation qu'elle a dans son esprit. Il faut savoir, alors ça peut être, je ne vous en ai pas parlé pendant la conférence, mais vous pouvez retenir un truc, c'est qu'en fait, le souvenir, c'est quoi? Si par exemple, vous vous souvenez d'un Noël, je vous dis n'importe quoi, et ben en fait, vous êtes en train de vous souvenir de la dernière fois dont vous vous êtes souvenu du Noël. Ça veut dire qu'en fait, l'information se déforme au fur et à mesure du temps, s'étiole, vous comprenez? Et donc, on n'est jamais sûr, quand on part à la recherche de souvenirs comme ça, qu'on est en train de traiter exactement l'événement comme il s'est passé. Mais pour moi, en hypnose, ça n'a aucune importance parce que ce n'est pas l'événement qui compte. C'est la façon dont on le perçoit. Donc, en fait, je m'en fiche personnellement que ce soit la vérité. Par contre, on ne pourra jamais, le ministère de la Justice, par exemple, ne pourra jamais amener une situation à un tribunal grâce à la reviviscence d'un souvenir en hypnose, comme j'ai pu le lire déjà dans certains bouquins. Ce n'est pas possible parce que ça ne peut pas avoir de fondement scientifique. Ok, vous le voir sur Netflix. Alors, juste 2 questions, et puis on pourra vous rendre votre temps. Je vous en prie. Alors, c'est celle qui a été posée par Ludivine, on y répondra après. C'est est-ce qu'il y a une mémoire plus importante ou prédominante sur les autres et qu'il faut travailler? Mais avant, moi, je voudrais juste réagir. Il y a, donc c'est des idées reçues peut-être, mais c'est par rapport à la mémoire. En fait, j'explique aux gens, ce que j'ai entendu, quand on dit le temps passe très vite ou trop vite quand on vieillit. Et souvent, je donne comme explication que, en fait, ce qui marque notre cerveau, c'est une naissance, un mariage, enfin, des choses comme ça. Donc, du coup, et ça nous fait passer le temps plus long parce qu'on se les rappelle dans la mémoire. Et ensuite, quand on a cette période où nos gosses sont mariés, il n'y a plus de naissance, et on revient après, c'est des décès, ou des petits-enfants. Donc, est-ce que cette réalité, elle est là? C'est-à-dire que c'est vraiment des grands événements qui structurent notre mémoire par rapport à la durée de notre vie. Oui, c'est vrai. Là, vous avez donné un schéma de la mémoire épisodique. Hein. La mémoire épisodique, c'est ça. En sachant que la mémoire épisodique est d'autant plus consolidée qu'il y a une émotion qui est liée à ça. Les événements neutres sont très peu stockés dans la mémoire épisodique. Hein. C'est vraiment les événements, et d'ailleurs, vous avez dit, naissance, etc., etc. Donc, quand il y a de l'émotion puissante, qu'elle soit négative ou positive, qui est liée à l'émotion, on va avoir plus de souvenirs à s'en rappeler. Et ce qui me semble aussi important, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Hein. C'est qu'en fait, le souvenir, c'est quoi d'un événement? C'est la dernière fois que je m'en suis souvenu. Donc, il y a toujours de la déformation et je pourrais simplement reconsolider la structure de mon souvenir grâce aux photos, grâce aux films. Parce que sinon, en fait, le film que j'ai dans ma tête a tendance à se déformer au fur et à mesure, sachant que c'est Aristote qui dit ça, la nature a horreur du vide. Si à un moment donné, je me souviens qu'à Noël, on était 10, je vous dis n'importe quoi, et que je me souviens, moi, que de 9 personnes, mon cerveau, il va créer l'image d'une 10e. Et il va peut-être l'inventer. Et en fait, pendant des années, je vais être sûr que cette 10e personne, c'était un tel. Et il faudra vraiment qu'on me montre une photo pour me prouver que je me plante. Parce que notre cerveau reconstruit des réalités. Donc ça, c'est important. Hein. Le souvenir d'un événement, ce n'est que la dernière fois que je m'en suis souvenu. Ce n'est pas l'origine du souvenir en lui-même. Et donc, ça s'étire et ça se déforme en fonction du temps qui passe, évidemment. Voilà. Donc, de temps en temps, un petit rappel, c'est plutôt pas mal. Mais c'est d'ailleurs très curieux, vous avez remarqué ça, c'est que quand on est autour d'une table, on va tous parler d'un événement, en fait, en se disant, mais non, c'est pas comme tu le racontes là. Mais non, c'est pas vrai, il y avait un tel. Mais le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on a la vérité. Voilà, la vérité, elle est dans notre cerveau et voilà, c'est assez intéressant. Juste avant que je réponde à la prochaine question, j'en profite, là, dans la ligne de chat, je vous mets le questionnaire de satisfaction de la conférence. Là. Voilà. Donc, si vous pouvez passer un petit moment, ça dure 1 minute à remplir, mais si vous pouviez nous faire les retours, ça serait sympa. Ah, mais ils vont le faire, parce que s'ils veulent que vous reveniez et qu'on refasse en présentiel, il faut qu'ils nous répondent. C'est la pièce. Est-ce qu'il y avait la fameuse, est-ce qu'il y a une mémoire primordiale à travailler parmi les autres? Celle qui nous fait le plus défaut, tout simplement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire. Je vous l'ai dit d'ailleurs, c'était un peu pour dédramatiser ça. Je vous l'ai dit au début, en fait, notre mémoire dépend des structures de notre cerveau qu'on utilise. La mémoire procédurale n'est pas logée dans les mêmes zones du cerveau que la mémoire épisodique, que la mémoire sémantique. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire. Il faut juste simplement se rendre compte de là où on est plus perfectible
Et puis, peut-être tout simplement, je vous l'ai dit, hein, le cerveau, c'est comme un muscle, c'est un ensemble de réseaux neuronaux qui ne demandent qu'à se développer, tout simplement. Et plus j'utilise certaines zones du cerveau par travail, je vais faire, je sais pas, je vais m'exercer sur des jeux de mémoire, je vais regarder plus de reportages. Plus j'utilise ces zones du cerveau-là, plus les consolidations neuronales sont puissantes et nombreuses. Dès que je les utilise plus, le cerveau, c'est un feignant. Il va déstructurer les réseaux neuronaux qu'on n'utilise pas pour reconsolider d'autres réseaux neuronaux à la place. Donc, je pense vraiment que ça vaut le coup d'entretenir tout ça avec le temps qui passe. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas à se dire, moi, de toute façon, j'ai aucune mémoire. C'est pas vrai. C'est juste qu'on utilise notre mémoire d'une manière différente que les autres, sauf cas pathologique, évidemment, mais je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Ok, bon, on avait jusqu'à 12h30, il est 12h40, donc on pourra répondre, parce que c'est en 10 secondes, il y avait comment entretenir la mémoire orale et comment effacer une table, ça, parce que vous avez comment effacer une table de rappel pour la suivante.